RDC et la région. Antenne A, le journal, Eric Izami. Mesdames et messieurs, bonsoir. L'actualité de ce soir partira de Paris où le chef de l'État RD congolais Joseph Kabila devrait rencontrer cet après-midi son homologue français François Hollande pour une réunion consacrée à la crise en Centrafrique avec 850 militaires et 150 policiers. La République démocratique du Congo est sans conteste l'un des contributeurs importants à la MISCA, la mission internationale de soutien à la Centrafrique. Mais ce déploiement en décembre ne s'est pas fait sans remous, alors que la République démocratique du Congo se bat contre une quarantaine de groupes armés dans l'est du pays et que sa propre situation sécuritaire est toujours fragile. Une partie de la société civile RD congolaise avait jugé cette intervention non prioritaire. 5 mois plus tard, le bilan pour la République démocratique du Congo est plutôt positif. Même si 2 Congolais ont été tués en Centrafrique, la France, notamment comme les commandements de l'Union africaine, ont salué le professionnalisme du contingent congolais. L'enjeu désormais pour Paris est d'encourager le Congo-Kinshasa à maintenir ses hommes en Centrafrique, alors que beaucoup, comme l'Afrique du Sud par exemple, rechignent à envoyer ses troupes et que le Tchad s'est désengagé il y a 1 mois. François Hollande pourrait ainsi demander à ce que le Congo renforce encore sa présence sur le terrain. En échange, il pourrait plaider en faveur du Congo-Kinshasa pour son passage sous mandat de l'ONU quand celui-ci sera prêt. Pour la République démocratique du Congo, la Centrafrique est une vraie carte à l'international, une façon de se positionner en grande puissance dans la région, mais aussi de faire en sorte que la crise centrafricaine ne franchisse pas la frontière longue de plus de 1500 kilomètres entre les 2 pays. Mais au-delà de la crise régionale, Paris compte bien miser sur cette visite pour rendre le savoir-faire de ces grandes entreprises à la République démocratique du Congo. Les groupes Bolloré, par exemple, s'intéressent à la gestion du gigantesque port fluvial de Matadi, chef-lieu de la province du Bas-Congo. L'entreprise Total, elle, lorgne le potentiel pétrolier dans l'est de la République démocratique du Congo. Sur le plan politique, François Hollande va-t-il aborder la question du respect de la Constitution comme l'a fait le secrétaire d'État américain John Kerry qui est passé récemment à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo? Voilà un élément qui sera en tout cas suivi de près et de très près par les acteurs politicaux de la République démocratique du Congo. Et justement, puisque nous parlons de la paix, restons dans ces chapitres pour dire que le représentant de 13 pays membres signataires de l'accord cadre d'Addis Abeba sont réunis à Goma, au Nord Kivu, ce mercredi 21 mai 2014. Ils y évaluent son applicabilité dans la région de Grand Lac. Ils ont d'ailleurs sur place organisé aujourd'hui une vidéoconférence pour plus d'explications à ces sujets. Patricia Amouli, Safi Maléou. Au cours de cette vidéoconférence depuis Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, Mary Robinson, envoyée spéciale du secrétaire général de l'ONU dans la région de Grand Lac, a donné les objectifs poursuivis pour la 7e session du comité d'appui technique des mises en œuvre de l'accord cadre d'Addis Abeba. Renforcer le mécanisme conjoint de vérification élargie, d'élaborer un plan pour une gestion commune des frontières, d'encourager la mise en œuvre des déclarations de dialogue de Kampala, et d'examiner les mesures favorisant le retour sûr et volontaire des réfugiés et personnes déplacées. Qu'est-ce qui a été fait depuis la signature de l'accord et à quoi doit-on s'attendre dans l'avenir pour la RDC? Le ministre de l'Intérieur, Richard Mouyej, précise. S'il y a une partie qui est pressée de voir les choses revenir rapidement à l'ordre, c'est bel et bien la RDC. Voilà pourquoi le rapport nous a préoccupés au plus haut niveau. Boubacar Diarra, pour sa part, envoyé spécial de l'Union africaine, a encouragé les efforts de stabilisation accomplis et effectivement préparer notre rapport de septembre 2014 à New York
comme les chefs d'État nous l'ont demandé. Par ailleurs, Martin Kobler, patron de la MONUSCO, et Julien Paluku, gouverneur de la province du Nord Kivu, ont affirmé que la rencontre de Goma est un signal fort après les 6 réunions tenues à Nairobi au Kenya au sujet de l'applicabilité de l'accord cadre d'Addis Abeba. Le coordonnateur du mécanisme national de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba, lui aussi, prend naturellement part aux assises de Goma pour évaluer cet accord. François Mwamba-Tshimbia a affirmé que c'est une réunion de tous les enjeux pour une paix durable dans la région de Grand Lac et la restauration de l'autorité de l'État, surtout dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. François Mwamba a été ici joint au téléphone par Sylvie Fortuné Mboula. Il regroupe tous les représentants personnels des chefs d'État de l'ensemble des pays qui ont signé l'accord cadre pour une évaluation périodique. Ce sont des réunions qui se font tout le mois. Les réunions normalement se tiennent à Nairobi et d'une manière exceptionnelle pour envoyer un signal fort allant dans le sens de constater que le gouvernement de la République du Congo, sous l'instigation du président de la République, Joseph Kabila, l'Est de la République démocratique du Congo est en train de connaître la restauration de l'autorité de l'État. Et donc, on est là aussi parce que c'est ce mécanisme qui est chargé de ce que chacun des pays fait ou ne fait pas. Parce que souvent, on pose la question, ils ne respectent pas, quel est leur sort. Donc voici donc l'occasion de mettre sur la table toutes les violations et toutes les difficultés, par ailleurs notamment en rapport avec le comportement des autres pays. Voilà, c'est ce que nous sommes en train de faire ici. Ça, c'est vraiment une occasion de fierté pour nous et de pouvoir une fois de plus remercier le président de la République pour tout ce qu'il a pu faire de manière à ce que Goma et le Nord Kivu puissent retrouver la paix. Pourquoi les contingents égyptiens de la MONUSCO s'est-il retiré de la province du Katanga alors que le besoin s'est fait encore une fois sentir? La question a été posée. Ensuite, quelle est la vérité sur le décès de Paul Sadala, alias Morgan? Charles Bambara, porte-parole civil de la mission onusienne basée au Congo, a répondu à ces 2 préoccupations et à plusieurs d'autres. Sylvie Fortuné Mboula, Patricia Amouli. La situation sécuritaire et humanitaire est loin de s'améliorer dans le nord du Katanga, précisément dans le triangle dit de la mort, Manono, Pweto et Mitwaba. Alors, pourquoi la MONUSCO retire-t-elle son contingent dans cette partie du pays? Ce n'est pas un retrait de la zone, c'est une réorganisation des troupes de la MONUSCO sur place, en appui avec les troupes de la FARDC qui continuent à mener également des opérations. Nous voulons mieux coordonner l'ensemble des opérations que nous menons à partir d'un point focal qui devient maintenant Manono et non Pweto. Au regard du rapport publié par le premier avocat général de la République, le général-major Mukuntu, suite au décès de Paul Sadala dit Morgan, quelle est la réaction de la MONUSCO? À partir du moment où une enquête judiciaire est ouverte, nous nous abstenons de commenter ou d'influer sur la marche de la justice. Et donc, nous, ce que nous voulons, c'est que nous voulons que la vérité, effectivement, soit établie par la justice sur ces faits. En ce qui concerne la situation du droit de l'homme en République démocratique du Congo, le Bureau conjoint des Nations Unies pour le droit de l'homme a enregistré 232 violations de droits de l'homme sur les territoires de la République démocratique du Congo. Il a été constaté qu'un nombre élevé de victimes de violences sexuelles, à savoir un peu plus de 80 femmes, dont près de 40 filles. La grande majorité de cas de violences sexuelles rapportés ont été commis dans la province du Nord Kivu, puis une moindre mesure dans les provinces du Katanga et orientales. Les principaux auteurs de ces violences sexuelles seraient des militaires des FARDC. Après la décision des autorités congolaises de Brazzaville de traverser le fleuve moyennant un passeport et un visa, les ministres congolais de Kinshasa, chargé de l'Intérieur, Richard Mouyège, s'est dit surpris de l'ampleur que prend cette affaire qu'il considère comme étant une crise réelle entre les 2 pays voisins. Le Congo-Kinshasa, a-t-il poursuivi, privilégie le dialogue pour une entente cordiale. Il est ici au micro de Patricia Amouli. On a été tous surpris par ce nouveau développement de ce qu'il convient désormais d'appeler une crise. Nous avons observé que même les paisibles citoyens étaient rentrés. On a parlé de retour volontaire, mais après certains contacts, nous avons appris que les conditions étaient
importantes à Brazza. Et le Brazza en a organisé 2. Et la dernière réunion de la commission mixte politique de défense Congo-Kinshasa, Congo-Brazza s'est tenue à Oyo. Nous avons adressé une invitation au Congo-Brazza, mais en retour, nous avons reçu une invitation de la délégation de Kinshasa à Brazza. C'est une petite confusion que j'espère que nous allons régler. Comme je vous l'ai dit, ce n'est pas une faiblesse. Nous privilégions les dialogues et nous espérons que nous arriverons à des solutions. Le dernier développement est justement celui que vous venez d'évoquer. On a exigé les passeports et les visas, mais tout de suite j'ai donné l'instruction à la DGM de faire autant. C'est ce que nous faisons. Mais c'est une politique que nous n'aimons pas beaucoup. C'est ce que nous voulons et que nous puissions nous rencontrer parce que tout ce qui se passe est contraire aux accords que nous avions convenus lors de la tripartite Angola, RDC, RC. Nous souhaiterions que les contacts se prennent très vite pour éviter de fragiliser les relations qui sont déjà assez bonnes. Au niveau de l'espace frontalier, ce sont les mêmes peuples, ce sont pratiquement les mêmes cultures. En ce qui concerne la partie qui est la nôtre, nous continuerons à faire cet effort pour réaliser les rapprochements. Mais rassurez-vous, là je voudrais m'adresser à l'opinion qui considère que le gouvernement est faible. Le gouvernement n'est pas faible. Nous aurons l'occasion de faire un point de presse pour expliquer notre position actuelle. La motion de défiance initiée par les députés provinciaux Evra contre le gouverneur de la province du Bandundu, Jean Kamisindu, a été jugée irrécevable par le bureau de l'Assemblée provinciale qui, lors de la plénière du lundi 19 mai 2014, l'a déclaré de non conforme à la loi. Sylvie Fortuné, Mboula. La motion de défiance que l'honorable Evra devrait adresser au gouverneur du Bandundu, Jean Kamisindu, est déclarée irrécevable par le bureau de l'Assemblée provinciale. Son président, Boniface Toa, évoque les raisons de cette irrécevabilité. C'est vrai que la loi dit que pour une motion de défiance contre un membre du gouvernement ou du gouverneur lui-même, il faut 1/10 des signataires. Il faudrait au moins 9 signataires. Ils étaient 14. C'était une bonne chose. La motion devrait être recevable. Donc, le lundi, nous avons constaté qu'il y a eu 14 signatures. Dès qu'on voulait en débattre, il y a 6 retraits. Dans ces conditions, on tombe à 8, et ce qui n'est pas possible, c'est comme ça, nous avons déclaré irrécevable, parce que la motion n'était pas encore transmise au gouverneur des provinces. Que dit alors la loi sur le retrait et ajout de signatures? La loi en soi ne dit rien. Les us et coutumes parlementaires ont permis que les gens puissent retirer des signatures. Mais l'ajout s'exclut. On ne peut pas ajouter. Donc, lorsque vous déposez, vous supposez que le nombre est suffisant. Vous déposez, vous ne pouvez pas ajouter. Donc, nous sommes référés auprès du bureau d'études de Kinshasa. Il n'y a plus de motion de défiance contre le gouverneur de province. Il faut noter que le gouverneur Jean Kamisindu sera devant les élus provinciaux ce vendredi pour répondre à toutes les questions lui posées par l'honorable Valère Mwemba lors de la question orale avec débat. Écho de partis politiques en République démocratique du Congo, sachez que le directeur du cabinet du président de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, Albert Moleka, ne fait plus partie de membres du cabinet de Tien Tshisekedi Wamulumba. L'annonce officielle a été faite ce mercredi 21 mai 2014 dans une circulaire signée par le secrétaire général de l'UDPS, Bruno Mavungu. Africa Mujinga, Safi Maléo. Oui, au niveau de l'UDPS, on peut que se réjouir puisque nos amis ont retrouvé leur liberté. Mais toutefois, nous déplorons une chose, que M. Kabila avait arrêté nos membres. Si il était vraiment animé de bonne foi pour accorder la liberté ou bien l'amnistie à qui que ce soit, il pouvait le faire aussi avec Coutinho Fernando, Diomi Ndongala et Di Kapend. Le secrétaire général du parti, Maître Bruno Mavungu, a reçu les instructions de la part du président du parti, le Dr Etienne Tshisekedi, pour fixer un peu l'opinion par rapport au fonctionnement de son cabinet, qu'a daté de ces jours. M. Albert Moleka, qui était à l'époque son directeur de cabinet et porte-parole, ne fait plus partie encore de son cabinet. M. Moleka est combattant de l'UDPS. Il n'a qu'à se réjouir et rester aussi membre, un point très. 17 mai 1997, 17 mai 2014, cela fait exactement 17 ans, depuis que les forces de l'Alliance ont fait leur entrée dans la capitale Kinshasa
Pour célébrer ce 17e anniversaire de la révolution de l'AFDL, le marché de la liberté situé dans la commune de Massina a organisé toute une série d'activités à ce sujet. Suivez ces commentaires de Joël Bilumbu et Afrika Mujinga. Sous la direction de Madame Fatouma Loualoue Mabanda, le comité de gestion du marché de la liberté a organisé plusieurs activités pour célébrer les 17 ans de la révolution du 17 mai. Tout a commencé par un grand culte d'action de grâce à l'aumônerie du marché de la liberté, question de rendre grâce à Dieu. Les 16 mai, la population du district de la Tchangou était conviée à des activités sportives dans plusieurs disciplines. Les 17 mai, jour de la Révolution, les forces vives de la Tchangou et l'ensemble de la population ont effectué une marche en mémoire de la journée du 17 mai 1997. Les points de départ étaient la maison communale de Massina, puis le boulevard Lumumba pour chuter à l'esplanade du marché de la liberté où une grande cérémonie était organisée. Prenant la parole, la chargée des missions du marché a appelé l'assistance à faire preuve de reconnaissance aux bienfaits des uns et des autres et surtout à Musée Laurent Désiré Kabila. Juste après cette cérémonie, les autorités et les invités ont été conviés à l'ouverture de l'exposition des photos et tableaux à la place des héros, toujours au marché de la liberté. La soirée s'est clôturée par un grand concert musical et la projection des films de la Révolution du 17 mai. La population de la Tchangou, bastion de la Révolution, tient à remercier le chef d'État, Joseph Kabila, pour avoir enfin officialisé cette fête. La loi instituant la Commission nationale des droits de l'homme en RDC, telle que promulguée par le chef de l'État Joseph Kabila, a pour mission notamment de renforcer les capacités d'intervention des associations de défense des droits de l'homme en République démocratique du Congo. Nous vous proposons dans les lignes qui suivent la quintessence de cette loi à travers ces commentaires signés pour vous par Laïn Bofando Mbungu sous les images de Blaise Lunda. À un jour de l'expiration du délai accordé par le président de l'Assemblée nationale, Obé Minakou, les associations de défense des droits de l'homme peinent à désigner leurs représentants au sein de la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH. De son côté, la nouvelle société civile du Congo tente de modérer les tendances et aplanir les divergences face à l'agitation des candidats. Selon Jonas Tchombela, il y a lieu d'espérer. Nous avons même une rencontre qui est prévue cet après-midi pour voir comment, avant l'expiration, s'il y a moyen que nous arrivions à une sorte de consensus pour finalement présenter le candidat, une seule candidature, pourquoi pas, de la société civile. Mais je crois qu'il y a ça. Mais au-delà de tout cela aussi, n'oubliez pas qu'il y a aussi des opportunistes qui... Par ailleurs, si au bout de 72 heures de contradictions persistent, le bureau de l'Assemblée nationale devra s'assumer. Une situation qui risquerait de mettre à mal les associations de défense des droits de l'homme. Si nous n'arrivons pas à profiter de ce temps qui nous est accordé et que nous continuons à tergiverser, certainement le bureau pourra s'en saisir. Pour rappel, environ 300 organisations non gouvernementales congolaises ont reçu mandat de proposer des candidats aux 2 postes qui leur reviennent sur les 9 que devrait compter la CNDH. Rendons-nous véritablement à l'Assemblée nationale pour dire que dans les cadres de contrôle parlementaire, le vice-premier ministre en charge du budget, Daniel Moukoko Samba, a éclairé mercredi 21 mai 2014 les députés nationaux sur le processus de bancarisation tant vanté par le gouvernement central. Ceci à la suite de la question orale avec débat lui adressée par le député national Clément Kankou. Encore une fois, Laïn Bofando Mbungu, Blaise Lunda. En décembre 2012, l'Assemblée nationale et le Sénat ont voté. Le président de la République a promulgué le 21 mars 2013 la loi instituant la CNDH. En effet, il s'agit de créer un organe indépendant chargé de la promotion et la protection des droits de l'homme en République démocratique du Congo. Selon la loi qui l'institue, cette commission ne pourra recevoir d'injonction d'aucun organe national ou international afin de garantir sa mission constituant à veiller au respect des droits de l'homme. S'agissant de la composition de la CNDH, la loi renseigne que son bureau sera constitué de 9 membres. Ces derniers proviendront des regroupements de la société civile
conformément aux articles 15 et 18 de la loi organique instituant la Commission nationale des droits de l'homme. Il faut notamment détenir au moins un diplôme de graduat dans les domaines de droit et une expérience de 5 ans dans une ONG pour se porter candidat. Du reste, poursuit la loi, la Commission nationale des droits de l'homme doit concourir à la promotion de l'éducation civique et de la culture des droits de l'homme pour une meilleure conscience citoyenne. Elle doit renforcer les capacités d'intervention des associations de défense des droits de l'homme, veiller à l'application des normes juridiques et instruments juridiques régionaux et internationaux de droits de l'homme. Conformément à sa mission, la CNDH doit promouvoir et veiller à l'harmonisation de la législation, des règlements et de pratiques nationaux et internationaux. C'est ce qui justifie l'importance de cette commission. Nous vous l'avions dit au cours de nos précédentes éditions que l'entreprise de télécommunications, bientôt Yozma Turn Times RDC, le dernier né du marché congolais donc de télécommunications, va débuter avec ses essais techniques. Le déploiement se fera progressivement sur l'ensemble du territoire national de la République démocratique du Congo et la confirmation vient du directeur général intérimaire de cette société, Constant Mopanzi. Natacha Bomongo. Après des années de tourmente, après des épisodes judiciaires relatifs aux fréquences, une nouvelle page pleine d'espoir est en train de s'ouvrir aujourd'hui à Waititi, RD Congo. Car il fallait bien avoir de reins solides pour résister. Constant Mopanzi, DGAI de Yozma Time Turn, a su le faire. Le groupe Waititi peut maintenant lancer ses opérations sur l'étendue de la République démocratique du Congo. Fini les petits soucis financiers avec l'État congolais. Depuis peu, l'entreprise avait consenti un paiement échelonné du solde de sa licence d'exploitation et la première tranche de 5 millions de dollars américains a été payée au mois de mars dernier. Sur ce, le DGAI de la société de télécommunications Yozma Time Turn, Constant Mopanzi, a confirmé le paiement du solde à la date convenue avec le gouvernement congolais. À ce jour, cette entreprise, tenue par des investisseurs forts, ont décidé de mettre toutes les batteries en marche. Il faudra noter qu'à la fin de ce mois de mai, une forte équipe constituée des techniciens de renom et des investisseurs en provenance de l'Europe arrivera à Kinshasa pour l'expertise technique après le déploiement des pylônes à travers la capitale. Et la société Yozma Time Turn possède son siège propre dans la capitale Kinshasa. Yozma Time Turn a également été visité dernièrement par le ministre de Pétentique, Trifon Kike. Celui-ci avait été impressionné de l'équipement de haut de gamme que détient cette firme chypriote. Le ministère de PTNTIC, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication, est un service majeur en ce qui concerne le service d'assiette. Il se trouve que notre compatriote que voici, qui est l'un des investisseurs de ce projet, qui va être le 6e opérateur de la téléphonie cellulaire, a investi 95 millions de dollars, donc je dis bien 95 millions de dollars, 95 millions de dollars, mais bien entendu, je suis venu voir effectivement de mes propres yeux à quoi cette firme correspond, quel type de problème cette firme rencontre. 6e opérateur GSM dans le secteur de téléphonie mobile, Yozma Time Turn compte accompagner le chef de l'État dans la réalisation de sa politique de la révolution de la modernité en donnant l'emploi aux fils et filles du pays. Dans un premier temps, seule la ville de Kinshasa bénéficiera du lancement de travaux, puis cela se poursuivra dans les provinces de la République démocratique du Congo, pendant que le reste de la République va vibrer au rythme de l'implantation du réseau mobile. Enfin, précisons que le lancement commercial est prévu avant la fin de cette année. À présent, prenons en image le chef de l'État, Joseph Kabila, qui, je vous ai dit au début de ce journal, est à Paris pour rencontrer son homologue français François Hollande. Les deux hommes vont aborder certainement un certain nombre de questions d'actualité et on se demandera si François Hollande va-t-il, oui ou non, aborder la question relative au respect de la Constitution en vigueur en République démocratique du Congo, comme l'a fait son prédécesseur, le secrétaire d'État américain John Kerry, lors de son passage à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo.
Alors, la CENI, Commission électorale nationale indépendante, s'active à pouvoir être transparente vis-à-vis de ses différents partenaires. Elle a organisé et elle organise déjà une semaine de porte ouverte à son siège situé sur le boulevard du 30 juin dans la commune de Lagombe. Suivez ces commentaires signés pour vous par Dieu merci Nzob Mabiala. Pour réussir le processus électoral 2013-2016 enclenché en RDC, la CENI a compris un préalable éminemment essentiel, être transparente comme une maison faite en verre. Le temps passe vite. En amont, elle organise déjà des journées portes ouvertes pour davantage s'ouvrir aux différentes parties prenantes. Lundi 19 mai, la CENI a accueilli les chefs des confessions religieuses. À la foi et la conviction du travail de la CENI. Et nous le félicitons. Je suis agréablement surpris par le travail qu'a accompli l'abbé président Malmalou, parce que j'ai compris qu'il y a eu le point de vue des partenaires extérieurs, des remarques qui ont été prises en compte. Et puis il y a un sérieux travail de moralisation de la CENI, surtout au niveau du personnel, la qualité du personnel qu'on a trouvé. Ce n'est plus le même type de personnel qu'on avait trouvé en 2011. Donc l'ensemble du travail que le président l'abbé a fait à un temps record, ça nous rassure que les élections de les élections à venir seront vraiment plus crédibles par rapport à ce que nous avons connu dernièrement. Mardi 20 mai, ce sont les autorités traditionnelles de la RDC qui ont franchi sa porte. La province du Bandundu a été choisie comme aire d'expérimentation de l'approche adoptée par l'Assemblée plénière et donc du bureau de la Commission électorale nationale indépendante. Les autorités traditionnelles ont été par exemple fières du travail abattu dans la réalisation de la cartographie de groupements et autres entités territoriales décentralisées devant servir de circonscription électorale lors des élections locales, municipales et urbaines en 2015. La remercions de cette collaboration et de la considération envers l'autorité coutumière. Effectivement, ça a été une bonne visite parce que ça nous a permis non seulement de voir d'abord le fonctionnement interne, mais aussi les différents éléments de sécurité qu'ils sont en train de mettre en place pour sécuriser le processus électoral. Nous avions aimé qu'en fait tous les travaux de base qui sont faits ici s'appuient sur l'autorité coutumière. Entre autres, les photos que nous avons vues du chef de groupement, qu'ils ont déjà vues, la cartographie qu'ils ont fait dans le Bandundu, principalement Kwango que nous avons vu, démontre pour nous, a priori qui étions toujours inquiets de disposer des cartographies de nos entités, de voir que la CENI en fait les fait déjà à notre place. Il ne restera plus que d'y rajouter les recensements pour qu'enfin chaque chef puisse connaître les données exactes de son entité et permettre une bonne gestion de la décentralisation du pays. Nous avions peut-être suggéré aussi au niveau de la CENI, dans le cadre de leur chasse aux doublons. Nous, les coutumiers, nous voulons aussi faire la chasse aux faussaires. Quelqu'un qui s'enrôlerait à Kisangani au nom du groupement d'Intampa. Exercice, celui de s'ouvrir les uns des autres pour évoluer ensemble dans la transparence en vue des élections justes et surtout apaisées. La fiabilisation du fichier électoral représente un enjeu très important pour le cycle électoral, puisque c'est la base de la confiance, c'est la base de la fiabilité et c'est la base de la crédibilité de toutes les élections. Mais c'est le moment est là et je crois qu'il ne faut pas crier après. C'est le moment de venir prendre l'information à la source de manière à pouvoir se comporter dignement d'une façon politique. Ce n'est pas le fait de visiter, c'est le fait de comprendre le processus qui crée la confiance. Aujourd'hui, je sors de cette salle pleine de confiance, je sors de cette salle et rassuré qu'il y a un mécanisme technique qui peut nous permettre d'arriver à des élections urbaines, municipales et locales crédibles. Jeudi 22 mai, la CENI va poursuivre avec les mandataires des partis politiques. Le vendredi 23 mai, ce sera aux membres de l'autorité de régulation des médias, CESAC, de frapper à la porte de la CENI, les patrons de presse et les syndicats de la presse. Aussi, le même vendredi, les responsables des organisations de la société civile de la composante éducation civique et électorale vont visiter cette institution. Et enfin, samedi 24 mai, les responsables des organisations des jeunes, les responsables des groupes spécifiques, représentants des institutions de la République, présidence, Parlement, gouvernement,
cours et tribunaux vont clôturer ces journées de porte ouverte à la Commission électorale nationale indépendante. Mesdames et messieurs, voilà qui met fin à cette grande édition du journal sur antenne à votre chaîne. Merci et au revoir.